Au Soudan du Sud, Riek Machar est disposé à rencontrer son rival, le président Salva Kiir. Il l'a fait savoir au lendemain de la proposition du président soudanais Omar El-Béchir d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. L'économie togolaise stagne depuis que le pays est plongé dans une grave crise politique en septembre dernier. Les activités économiques tournent pratiquement au ralenti, mais l'opposition ne décolère pas. Et puis en République démocratique du Congo, de nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre Ebola ont été enregistrés, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Dans le conflit armé au Soudan du Sud, Riek Machar est disposé à rencontrer son rival, le président Salva Kiir. C'est ce qu'a annoncé hier, mercredi, son groupe rebelle. Cette annonce a été faite au lendemain de la proposition du président soudanais Omar El-Béchir d'accueillir des pourparlers de paix réunissant les belligérants du conflit à Khartoum. Reportage. Riek Machar serait disposé à rencontrer, au nom de la paix, son rival, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, tout en niant avoir connaissance de pourparlers prévus à Khartoum. Le président soudanais Omar El-Béchir a offert mardi ses bons offices aux belligérants du conflit en proposant d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. L'entourage du président Salva Kiir a également fait état d'une rencontre entre le président et Riek Machar qui devrait se tenir à la fin du mois de juin. Mais le mouvement populaire de libération du Soudan de Riek Machar a démenti ces propos qualifiés de désinformation. Dans un communiqué, le porte-parole de Riek Machar a déclaré que son camp n'a encore reçu aucun message officiel concernant la tenue d'une rencontre en face-à-face entre le président Salva Kiir et Riek Machar. Fin mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 4 ans et demi et qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une grave crise humanitaire. L'économie togolaise stagne depuis que le pays est plongé dans une grave crise politique en septembre dernier. Les activités économiques tournent pratiquement au ralenti. La mévente s'est installée. On note également une baisse des recettes de l'État, chose qui a d'ailleurs contraint le gouvernement à adopter le 25 mai dernier un projet de loi réduisant de 1% le budget de l'État 2018. Cependant, l'opposition ne décolère pas et les négociations engagées avec le pouvoir sont au point mort. Des dizaines de milliers de personnes descendent régulièrement dans les rues de Lomé à l'appel d'une coalition de 14 partis de l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. Le pouvoir mise sur la fatigue des manifestants à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Une stratégie qui fonctionne pour essouffler la contestation populaire, mais qui pénalise l'activité économique sur le long terme. Les effets de la crise se ressentent particulièrement à Décan, centre-ville et poumon économique de Lomé, qui compte des dizaines de boutiques, des banques et les sièges de grandes sociétés. Plusieurs boutiques sont fermées et celles toujours en activité se plaignent de méventes. Le pouvoir a tenté de changer les parcours des dizaines de marches antigouvernementales pour éviter qu'elles ne perturbent l'activité économique, mais parfois en vain. Selon une enquête publiée en avril par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, 72% des chefs d'entreprise ont affirmé avoir enregistré une baisse de 25 à 50% de leur chiffre d'affaires au second semestre 2017. Le gouvernement a d'ailleurs adopté le 25 mai un projet de loi réduisant de 1% le budget de l'État 2018 en raison de la baisse du niveau de recettes fiscales recouvrées au cours du premier trimestre. L'opposition a décidé de rappeler ses partisans cette semaine dans les rues alors que les négociations engagées avec le pouvoir sous l'égide du président ghanéen sont au point mort. Au Nigeria, les parlementaires ont menacé hier mercredi le président Muhammadu Buhari de recourir à une procédure de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. L'organe législatif révèle ainsi des désaccords de plus en plus profonds avec l'exécutif. Les détails.
Les deux chambres du Parlement ont affirmé dans une résolution que l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait, après une session conjointe tenue à huis clos à Abuja. La présidence n'a pas commenté dans l'immédiat la résolution publiée par le service de communication du président du Sénat, Bukola Saraki, membre du All Progressive Congress APC, au pouvoir. Toutefois, le groupe parlementaire APC a dénoncé mercredi dans un communiqué la résolution adoptée sans vote à l'issue d'une réunion à laquelle ont pris part presque exclusivement des parlementaires de l'opposition. Muhammadu Buhari, élu en 2015 sur la promesse de vaincre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et de lutter contre la corruption, voit son bilan très critiqué alors qu'il espère se faire réélire à la présidentielle prévue l'an prochain. Les combattants djihadistes, bien qu'affaiblis, continuent à mener des attaques sanglantes dans le nord-est du Nigeria, tandis que de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès à la terre secouent les États du centre depuis le début de l'année. Dans le nord, des gangs multiplient enlèvements et vols de bétail à grande échelle. La résolution réclame notamment le limogeage des principaux responsables de la sécurité pour leur incapacité à protéger les vies et les biens privés. Le chef de la police fédérale est ainsi accusé de ne rien faire pour empêcher les violences. L'APC est majoritaire au sein des deux chambres du Parlement, mais l'action du gouvernement est de plus en plus critiquée, jusque dans les rangs de son propre parti, déchiré par les dissensions internes. En République démocratique du Congo, de nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre Ebola ont été enregistrés, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. L'information a été rendue publique par les autorités sanitaires du pays. Reportage. Le décès d'un cas confirmé à Bikoro ainsi que le décès d'un cas suspect à Iboko en RDC ont été enregistrés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère congolais de la Santé. Pour le cas suspect, la famille a refusé le prélèvement d'échantillons. À la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables et 7 suspects. Depuis le lancement d'une campagne de vaccination ciblée le 21 mai, 1369 personnes ont été vaccinées, dont 597 à Mbandaka, 299 à Bikoro et 473 à Iboko. Mardi, le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, Peter Salama, a indiqué sur son compte Twitter que la RD Congo a donné feu vert à l'utilisation de 5 traitements pas encore homologués pour lutter contre Ebola. Le ministère congolais de la Santé a, de son côté, indiqué qu'aucun traitement expérimental n'a encore été administré aux patients hospitalisés. Les discussions sur les modalités d'administration des traitements dans le cadre de l'épidémie actuelle sont toujours en cours entre les différentes parties prenantes. Pour rappel, la 9e épidémie d'Ebola en RDC a été déclenchée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Bandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Un pont aérien Kinshasa-Mbandaka, province de l'Équateur, a permis la distribution de 140 tonnes de matériel à bord d'avions cargo des Nations Unies, d'après la mission des Nations Unies en RDC. La fuite des élites, le départ d'une bonne partie de la jeunesse, les décès en nombre inestimable dans la Méditerranée sont la lourde tribut due à l'émigration sous toutes ses formes que paie l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, l'ONG Changement Social a initié des réflexions sur de possibles scénarios pouvant conduire à changer la donne. Suivons ici quelques propos recueillis durant cette séance de réflexion. L'intérêt des scénarios, c'est une projection en fait dans le futur, mais sur la base d'hypothèses, sur la base de faits probables. De faits pas logiquement possibles, mais probables, plausibles. Et en séance de travail pour que des chercheurs, des experts, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile béninoise se positionnent pour contextualiser les scénarios que nous avons dégagés à Berlin, Dakar et Bruxelles. Nous avons une forte démographie, il y a un potentiel énorme et la jeunesse, elle est très grande dans cette démographie-là. Et si on ne réussit pas à avoir une politique, une bonne gouvernance et une politique économique qui permet de les retenir et de limiter le chômage, je pense que nous allons droit vers le mur. Le scénario 1 montre également que la mauvaise gouvernance dans les pays africains, la corruption, le manque d'espoir, le manque de perspective pour les jeunes,
les emmène à choisir de plus en plus la voie migratoire, malgré le renforcement de la rétention des migrants au niveau de la Libye, malgré l'instauration ou l'érection de camps de détention industriels, comme j'aime à les appeler, en Libye, qui est le fruit d'accords entre les pays européens et les pays comme la Libye pour retenir le maximum de migrants. Il y a de nouvelles voies migratoires qui sont ouvertes à travers l'Algérie, à travers le Maroc. Donc voilà, le scénario numéro 1, aggravation de la situation. Hors du continent africain, opération de l'armée colombienne contre l'un des dirigeants de l'ex-guérilla. L'intervention menée dans une zone frontalière avec l'Équateur a enregistré la mort de 6 dissidents des FARC ainsi que 5 autres capturés. Les images. Ils appartenaient tous au groupe dissident dirigé par Walter Artizala, alias Guacho. Ce dernier est notamment accusé de l'enlèvement et de l'assassinat en avril d'une équipe de 3 employés du journal El Comercio de Quito. Le principal recherché a réussi à s'échapper. L'opération a été menée par l'armée de l'air et la police à la Guayacana, dans le département colombien de Nariño, à la frontière avec l'Équateur. Ces personnes faisaient partie ou avaient intégré un des cercles de sécurité appartenant à Guacho et ayant perpétré des actes terroristes contre des forces publiques et la population. Près de 40 membres du groupe organisé Guacho sont déjà devant la justice ou ont été tués. Sans commandement centralisé, les groupes dissidents des FARC opèrent dans plusieurs régions de Colombie et selon l'armée, compterait environ 1200 combattants entre ex-guerrilleros ayant rejeté l'accord de paix et nouvelles recrues. Depuis l'enlèvement et le meurtre de l'équipe de presse équatorienne à la frontière, les autorités colombiennes ont intensifié les opérations militaires envers ces dissidents. Possible suspension du Venezuela pour rupture de l'ordre démocratique. L'Assemblée de l'Organisation des États d'Amérique a approuvé une résolution des États-Unis allant dans ce sens. Plus de précisions à travers ces images. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique défend la procédure de suspension et souhaite ouvrir un canal humanitaire pour acheminer des aides vers le pays en crise. Mais le Venezuela tient mordicus. Il estime que l'OEA n'est pas légitime pour décider de la légalité de ses affaires. L'unique organisme qui peut déclencher ce qui est légal ou illégal au Venezuela, ce sont ses institutions et son peuple. Ce qu'il y a, aucune organisation, cette organisation n'a absolument aucune importance pour notre pays. Je tiens à dire qu'ici, il n'y a pas d'intervention. Nous appliquons les mécanismes qui défendent la démocratie et défendent les droits des gens. Un peuple souffre énormément parce qu'il y a une dimension humaine. C'est cela dont nous devons toujours tenir compte. C'est la première fois que 19 pays ne reconnaissent pas les résultats de l'élection, mais plus important encore, ils ne reconnaissent pas le gouvernement de Nicolás Maduro. Ils le considèrent illégitime, ce qui est une grande réussite. Nous demandons aussi à ce qu'ils acceptent l'aide humanitaire qu'offrent les États-Unis à n'importe quel pays de la région. 7 pays parmi les plus importants de l'institution exhortent Nicolás Maduro à mettre en œuvre les mécanismes pour la sauvegarde et la défense de la démocratie représentative, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte démocratique interaméricaine. Il s'agit donc de lancer la première étape du processus de suspension. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.